pour faire suite aux autres vidéos dédiées à Vincent van Gogh. Dans la narration culturelle, on parle de Vincent van Gogh comme venant d'un milieu bourgeois, donc instruit et éduqué. Mais on ne pose pas les jalons à une compréhension plus fine et synthétique, à une analyse plus large. C'est ce que je vais tenter de faire ici. C'est un homme hypersensible, anxieux de ne pouvoir s'intégrer à une société se structurant sur l'industrialisation et l'enrichissement exponentiel d'une haute bourgeoisie méprisante et dominatrice. Les mouvements artistiques et littéraires de cette époque se veulent des philosophies questionnant la réalité sociétale, spirituelle, politique, donc de l'orientation prise par l'humanité dans son évolution. Et Vincent van Gogh, par sa quête intérieure, artistique, philosophique et intellectuelle, sait qu'il découvre quelque chose de nouveau. Il devient autonome dans sa pensée, dans sa créativité. Déjà, les impressionnistes ont mis à bas l'académisme et le réalisme philosophique vient donner une direction nouvelle aux visions cloîtrées dans la culpabilisation religieuse. Et oui, Vincent vient d'un milieu religieux. Il se bat donc intérieurement contre la perte de sens civilisationnel d'une part et philosophique d'autre part, en cause sa propre quête de sens personnel. Il est donc en plein milieu de cette articulation entre industrialisation aveugle et évolution d'une autonomie de pensée créative. Mais retournons au début professionnel de Vincent. Il travaille dans une galerie d'art célèbre au XIXe siècle, la Maison Goupil. J'aimerais ici vous faire découvrir cette entreprise tentaculaire que fut la Maison Goupil, car si on creuse un peu la vie de Vincent, on sait qu'il ne reste que 6 ans dans ce temple de la peinture de salon. La peinture pour nouveaux riches de cette période. Pour bien ajuster ce que je perçois personnellement ici, ce n'est pas que la folie, la déchéance, les excès et le désespoir qui constituent la chute de Vincent, mais une rage contre une machine d'industrialisation de l'art et au final une chosification humaine déjà en route à la fin du XIXe siècle. Donc l'aspect romantique et romanesque du parcours de Vincent n'est pas que les péripéties d'un inadapté qui cherchait une vérité dans la création plastique, car c'est l'image qui est renvoyée globalement, mais d'un homme tenant ferme devant la conquête marchande globaliste. Nous sommes en mai 1875. Vincent est muté à Paris, à la galerie Goupil, entreprise pour laquelle il est employé depuis 1869, au départ à La Haye, dans les Pays-Bas, puis à Londres, car il prend du galon en 1873. Cette même année, son frère Théo est lui embauché à la succursale de Bruxelles. 2 ans plus tard, Vincent est envoyé à Paris. C'est dans cet épisode qu'est narré le ras-le-bol de Vincent dans le livre d'Henri Perruchot, La vie de Van Gogh. Ce n'est pas le roman de la vie de Vincent, mais une description par le menu des étapes essentielles de son parcours et de ses réactions devant les épreuves et obstacles qu'il rencontra. Voici un extrait du livre de cette période dans l'entreprise Goupil. Vincent a écrit à Théo. Cherche la lumière et la liberté et ne te plonge pas trop profondément dans la boue de ce monde. La boue de ce monde, en ce qui le concerne, lui, c'est la galerie vers laquelle chaque matin il est obligé de redescendre. Bousseau et Valadon, gendre d'Adolphe Goupil, qui fondait cette galerie voici quelques 50 ans, lui ont succédé à la tête de l'entreprise. Ils exploitent 2 magasins. L'un 19 boulevard Montmartre, l'autre 9 rue Chaptal. Vincent travaille dans ce dernier magasin. Vaste local luxueusement aménagé, un lustre scintillant de cristaux pend du plafond au-dessus d'un canapé moelleux où les clients qui hantent ce lieu de bon ton peuvent se reposer tout en admirant les œuvres, enchâssées dans des cadres aux dorures redondantes, dont les murs sont couverts. Il y a là les travaux appliqués de la plupart des maîtres révérés du moment.
les Jean-Jacques Henner, les Jules Lefebvre, les Alexandre Cabanel, les Joseph Bonnat. Des gravités en redingote, des nudités bien pensantes, des héroïsmes d'atelier, d'élégantes sucreries, léchées et pourléchées d'un pinceau distingué. Ils sont l'image d'un monde qui s'efforce avec des sourires mièvres et d'hypocrites bienséances de cacher ses tares et ses misères. Dans ce monde, Vincent a instinctivement horreur. Il flaire dans tout cet étalage conventionnel l'inauthentique. Les nerfs à vif, il en ressent cruellement l'absence d'âme. Lui que tourmente une soif inextinguible, que corrode le terrible besoin d'un absolu. Il est contraint pour vivre de vendre ses pauvretés. Il se cabre, trépigne. Que voulez-vous, c'est la mode, lui a dit un de ses camarades. La mode, la fatuité, la sottise des petites dames et des petits messieurs qui fréquentent la galerie l'irrite au dernier degré. Vincent les sert avec un visible dégoût, quand il ne les rabroue pas. Une dame, vexée, le traite de rustre hollandais. Impatienté, incapable de se contenir, il déclare à ses patrons que le commerce des œuvres d'art n'est qu'une forme de vol organisé. Bousseau et Valadon se montrent, et il va sans dire, tout à fait mécontents de cet exécrable employé. Ils écrivent en Hollande pour se plaindre de Vincent. Celui-ci a vraiment, à l'endroit de la clientèle, des familiarités déplacées. Et Vincent, lui aussi, se plaint. Comme décembre arrive, il ne peut plus tenir et, sans prévenir personne, quitte Paris. Gagne les Pays-Bas pour la Noël. Intéressons-nous à présent à l'entreprise Goupil et compagnie proprement dite. J'ai découvert un article très bien documenté dont je vais vous lire quelques extraits. Entre 1829 et 1819, la maison Goupil fut une des galeries d'art les plus prestigieuses au monde. Pour disséminer ses millions d'estampes et ses quelques 32 000 peintures, la maison développa un réseau international de succursales et de comptoirs. L'importance de ces envois est indiquée par le nombre considérable de reproductions et d'originaux qui constituent encore aujourd'hui les collections mondiales des musées. Leur provenance révèle les circuits et les réseaux qui ont facilité leur circulation, depuis l'atelier des artistes en Europe jusqu'aux galeries des marchands et des collectionneurs aux États-Unis, au Moyen-Orient et même en Australie. Cette stratégie d'expansion montre le caractère opiniâtre et opportuniste des directeurs de la galerie qui profitèrent de toutes les occasions pour étendre leur sphère d'influence. À mesure que les affaires prospèrent, les directeurs de la maison Goupil devinrent des acteurs incontournables des mondes de l'art. Un système de réseau dans lequel interagissaient les artistes, les marchands, les collectionneurs et les critiques. La présente étude s'attache à montrer que, outre la solidité de sa réputation, la politique de réseau de la maison Goupil a assuré sa prospérité, préservé sa longévité et sa position privilégiée sur les marchés. Dans les années 1830, les employés et directeurs de la maison avaient pris l'habitude de voyager dans toute l'Europe pour assister aux foires, comme celle de Leipzig. Plus concrètement, la société posa des jalons au-delà des frontières françaises en envoyant d'une part des agents de confiance afin de prospecter les marchés, comme à Londres avec Ernest Gambart et à New York avec William Chase dans les années 1840, et d'autre part en nouant des liens avec des marchands déjà installés, comme à La Haye avec Vincent van Gogh, l'oncle Saint, homonyme de Vincent, son neveu qui deviendra peintre. Au maximum de sa puissance, dans les années 1880, Goupil avait des galeries à Paris, Berlin, Bruxelles, Londres, La Haye, et des représentants et clients dans toutes ces régions, mais aussi dans l'Empire ottoman et en Australie. Ce réseau de succursales était centralisé à Paris, dans les locaux de la maison mère, qui décidait des envois et imposait ainsi ses choix artistiques et l'image de marque à respecter.
Sur 148 tableaux vendus entre juillet 1870 et janvier 1871, 8 seulement furent acquis par des marchands français. Le reste partit à Londres, La Haye ou New York. En 1870, 10% des ventes totales furent effectuées dans cette ville, puis 20% en 1871. La Haye, Londres et New York devinrent les principaux débouchés de la maison Goupil. Doit-on y voir un effet de la Commune et de la guerre contre la Prusse ? En 1861, par exemple, le partenariat conclu avec Vincent van Gogh, l'oncle Send de La Haye, répondit à l'engouement des collectionneurs internationaux pour les artistes hollandais et lança les carrières de nombreux artistes. Le peintre de petite marine Peter Paul Schiedge, par exemple, faisait partie du stock d'origine de Van Gogh. Et grâce à la fusion des deux sociétés, il devint l'un des artistes hollandais contemporains les plus représentés dans les inventaires parisiens. Pendant 73 ans, Goupil a commercialisé plus de 30 000 peintures. La galerie évolua principalement sur le marché international de la peinture primaire, c'est-à-dire l'achat direct aux artistes. Leurs opérations de grande ampleur, les contrats d'exclusivité qui comprenaient un généreux salaire mensuel, attirèrent les artistes les plus estimés de la période, les peintres académiques comme Jean-Léon Gérôme, Harry Scheffer, Paul Delaroche et Adolphe Bouguereau, les peintres de l'école de Barbizon et ceux de l'école hollandaise. Le marché de l'art est un monde réticulaire, où il est de rigueur pour les artistes, les marchands, les critiques et les collectionneurs, de se montrer dans les principaux lieux de sociabilité. Au XIXe siècle, le processus de construction du goût semble avoir eu, dans une large mesure, dépendu de deux facteurs, à savoir les conventions dictées par le jury des salons officiels et la reconnaissance par les cercles sociaux. À l'image de la maison Goupil, nombreux furent les marchands qui constituèrent des réseaux d'interaction entre les acteurs internationaux du marché de l'art en implantant des succursales, développant des partenariats et participant, voire les initiant, à la plupart des événements sociaux et artistiques. Goupil et compagnie étaient aussi bien intégrés aux institutions académiques parisiennes comme le Salon, qu'à la scène artistique provinciale grâce aux expositions organisées par les sociétés des Amis des Arts. Ces dernières étaient l'occasion pour la bourgeoisie locale de connaître et de soutenir les artistes contemporains. Elles représentaient pour la maison Goupil une opportunité de diffuser ses estampes à l'échelle nationale. De par leur goût prononcé pour la peinture académique contemporaine, les directeurs de la maison Goupil étaient aussi des habitués du salon. Des visites régulières leur permettaient de découvrir de nouveaux artistes et d'étudier les tendances artistiques du moment. Le salon donnait aussi l'opportunité de faire la promotion des artistes qu'ils soutenaient. La présence au salon et l'accrochage stratégique de ces toiles étaient considérés comme deux armes commerciales nécessaires à la survie d'un artiste. Tout au long de l'existence du salon, les peintres furent nombreux à déplorer le mauvais emplacement attribué à leurs œuvres, loin des zones d'affluence, du regard du visiteur, du critique ou de l'acheteur potentiel. Goupil profita de ses liens privilégiés avec les membres du jury pour leur suggérer de placer astucieusement les tableaux de ces artistes. Le marchand courtisan expliqua les effets concrets de son influence à un de ses artistes qu'il employait, Giuseppe de Nittis. Maintenant, causons un peu du salon et commençons par votre tableau. Il a été recommandé à nos amis qui sont tous placeurs et gardiens dans le sérail. Aussi est-il très bien exposé et arrache les yeux de ceux qui passent devant. Cette fidélité à ces artistes pendant une période extrêmement longue est devenue la marque de Goupil. L'école Goupil, comme le marchand américain Samuel Putnam Avery, l'a définie de manière ironique. Ce raccourci était compris par tous à l'époque et laissait entendre que les artistes étaient plutôt définis en fonction de leurs marchands
que par leur style, influence, technique ou origine. En même temps, l'histoire d'une maison de commerce telle que Goupil supposait de rompre avec le paradigme de la sacralité de l'art. L'essor de ces activités mercantiles a accompagné et influencé le changement progressif du statut de l'art, d'une valeur d'usage décorative à une valeur marchande. Les actions menées officiellement par les responsables de la maison Goupil ont tenté de nier les aspects économiques de leur activité au profit d'un engagement social, par l'encouragement des artistes. Goupil développa une opération de communication visant à justifier le bien fondé de ses activités mercantiles par l'instrumentalisation de son image de marque. Il réussit ainsi à convaincre les collectionneurs de la valeur aussi bien artistique que commerciale de ses peintures. On voit mieux à présent ce qu'un artiste peut éprouver devant l'industrie de l'art qui se développe et se rationalise lors du XIXe siècle. Un besoin d'authenticité, d'air frais, même si ce que nous voyons d'un art académique aux allures impériales et spirituelles pourrait convaincre d'un réel élan artistique et inspiré. Il y a dans cet art-là une volonté d'instaurer un courant philosophique, un marché déjà établi et, à l'instar de notre présent, un monopole entraînant monotonie et favoritisme et exclusion. De fait, cela entraîne une volonté de dépasser ces limitations, de chercher d'autres horizons. C'est ce qu'a fait Vincent et d'autres artistes, toujours fixés sur cet idéal de liberté prospère inscrite dans l'authenticité.